Pâtisserie santé, c'est vraiment proposer des pâtisseries saines, équilibrées et surtout, moi, avec cette spécificité de pouvoir adapter par rapport aux maladies chroniques, par rapport aux effets secondaires lors d'un cancer, par rapport à une personne qui souffre de dénutrition. C'est vraiment ce travail spécifique. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table, ravi de vous retrouver. Et c'est pas tous les jours que j'invite une chef pâtissière. J'ai invité aujourd'hui Sandrine Baumann-Autin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes chef pâtissière, impliquée dans les questions de santé. Et ça vous l'assumez et vous le revendiquez? Oui, totalement. Je l'assume et je le revendique. Voilà. Vous avez créé une start-up fin 2021 qui s'appelle Saint Pâtisserie Santé. En quoi le concept consiste-t-il ? Donc en fait, Saint Pâtisserie Santé, c'est vraiment un concept novateur qui fait collaborer et coexister deux écosystèmes. Je sais que ça va vous faire sourire, mais c'est le but aussi du sourire, on en a besoin. Ça me fait pleurer, mais la non, cohabitation de deux écosystèmes. Oui, la santé et la pâtisserie, c'est possible de concilier les deux au quotidien. Donc ma start-up, elle est fondée sur 3 axes de développement. Tout d'abord, de la fabrication de la pâtisserie. Je suis chef pâtissière, donc je fabrique des gâteaux, de la pâtisserie, adaptés aux maladies chroniques et à la dénutrition, via ma boutique en ligne et en click and collect au laboratoire. Le deuxième axe de développement de ma start-up, ce sont les ateliers de pâtisserie santé dans les structures de santé. Et le troisième axe, c'est la formation aux professionnels. Et vous publiez aujourd'hui Pâtisserie Santé aux éditions Vuibert. À quel genre votre livre appartient-il ? Un genre novateur, on va dire. Pâtisserie, santé, des recettes, de la gourmandise, du plaisir, tout en prenant soin de sa santé. Alors vous n'êtes pas devenue pâtissière santé du jour au lendemain. Vous êtes ce qu'on appelle une enfant de la balle. C'est ça, non, je suis chef pâtissière depuis de nombreuses années. Alors je suis issue d'une famille de pâtissiers. Ça va vous plaire. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes une enfant de la balle. Mon papa était pâtissier, mon grand-père était pâtissier. J'ai grandi dans la pâtisserie familiale. À Beauvais. Je mangeais beaucoup de gâteaux, je piquais des bonbons, mais ça, il faut pas le dire. Voilà, donc je suis issue d'une famille de pâtissiers boutiques à Beauvais, dans l'Oise, tout à fait, dans les Hauts-de-France. Et ensuite, j'ai eu un parcours dans la pâtisserie de restauration gastronomique et étoilée. Mais d'abord, vous avez fait de la biochimie. Oui, quelques études de biochimie, alors tout à fait. Alors pourquoi ? Alors c'est vrai que la cuisine, parfois, ça peut ressembler à de la biochimie. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas resté dans la biochimie, que finalement vous avez fait un CAP de cuisine après ? Exactement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai perdu mon papa jeune. Et du coup, j'ai voulu rester avec ma maman. Pour ne pas la laisser seule, puisque ma sœur avait déjà fait un choix d'études professionnelles, et je ne voulais pas laisser maman seule. Donc ça a été un choix de rester avec elle, et puis du coup d'aller vers la biochimie, et ensuite du coup cette envie quand même qui était présente dans les gènes est revenue, et je me suis lancée dans un CAP de cuisine dans un premier temps. D'accord. Alors vous avez exercé dans des grands établissements, vous avez fait dans quelques-uns. Ouais. Dans l'Oise et puis sur Paris-Île-de-France. Et mon dernier poste était chez Maison Rostand, dans le 17e à Paris, qui a un 2 étoiles Michelin. À la pâtisserie. Exactement, en tant que chef pâtissière. Et en 2018, vous allez quitter l'autoroute. Qu'est-ce qui vous fait quitter l'autoroute ? Qu'est-ce qui me fait quitter l'autoroute ? Alors déjà, j'étais en poste dans un groupe international. Donc là, on est dans une autre dimension, j'ai envie de dire professionnelle, qui ne me correspondait peut-être plus forcément. Et puis, j'ai fait un AVC oculaire du jour au lendemain. Et ensuite, quelques mois après, mon meilleur ami, chef, m'a annoncé qu'il avait un cancer. Donc, je l'ai accompagné, je me suis intéressée à la cancéro, je me suis passionnée pour la cancéro. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai négocié le départ du poste où j'étais, et 15 jours avant le premier confinement. Et puis, comme j'avais un peu déjà cette orientation d'envie de pâtisserie santé, d'aller vers quelque chose de différent, j'en ai profité pour travailler, pour mûrir ce projet, et je me suis lancée entre 2 confinements. Voilà, c'était surtout cette envie de redonner du sens à mon métier, aux produits, être plus engagée, avec plus de responsabilités. Ça s'est fait naturellement, et parfois j'arrive... Voilà, ça s'explique pas. Et vous expliquez que quand même si la maladie de le cancer de votre ami a été quand même très déclencheur pour la suite de votre parcours. Si mon ami n'avait pas eu son cancer, c'est évident que je pense
je n'en serais pas là aujourd'hui. Je lui dis régulièrement, je lui ai encore dit là à la sortie du livre, j'avais fait un petit mot. Il y a une belle dédicace dans le livre. Ouais, parce que voilà, il m'a toujours suivi depuis le début. Alors lui, il est cuisinier, hein. Oui, exactement. Et puis il a toujours été de bons conseils, plus ou moins présent, parce que avec notre job c'est compliqué. Mais c'est vrai que non, c'est sûr que s'il n'avait pas eu son cancer, je pense que je n'en serais pas là et je n'aurais peut-être pas été autant dans la santé, c'est sûr. Alors pâtisserie, santé, 2 mots qu'on n'a pas l'habitude de voir accolés ensemble. C'est exact. Mais pourtant, vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça plaît, il y a de la demande. Non, c'est tout à fait possible. Pâtisserie santé, c'est vraiment proposer des pâtisseries saines, équilibrées, et surtout, moi, avec cette spécificité de pouvoir adapter par rapport aux maladies chroniques, par rapport aux effets secondaires lors d'un cancer, par rapport à une personne qui souffre de dénutrition, comment on va pouvoir enrichir pour pouvoir un apport un peu plus important de protéines, de protéines. Voilà, c'est vraiment ce travail spécifique et ce travail avec le secteur de la santé, le professionnel de la santé, qui me plaît aussi. Vous avez commencé par quoi ? Par quoi ? Dans quel sens ? Dans la pâtisserie, vous avez commencé par dans cette orientation ? Oui, vous avez commencé par désucrer des gâteaux. Comment vous avez procédé finalement ? Parce que bon, la pâtisserie est la pâtisserie française. Oui, c'est dans notre culture, c'est dans notre patrimoine. C'est des recettes qu'on suit à la lettre. Oui, bien sûr, mais je suis toujours à la lettre les pâtisseries que je fais aujourd'hui. J'ai toujours eu, moi, cette tendance, ça a toujours été dans ma démarche, même lorsque j'étais en poste dans les établissements étoilés, de proposer des desserts avec beaucoup moins de sucre et proposant des portions réduites, plus petites qu'un dessert normal, chose qui ne plaisait pas forcément. Souvent, on me disait, Sandrine, c'est limite, il faudrait remettre plus de sucre, le client n'est pas très content. Ou ça manque, voilà. Bon, c'est tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux effectivement vraiment plus être dans cette démarche de retirer du sucre, ou utiliser en tout cas les sucres déjà présents naturellement. Mais ça s'est fait un peu naturellement, ça s'est fait aussi en faisant beaucoup de recherches. Mais vous avez commencé par quoi ? Quel a été votre gâteau d'expérimentation ? Le gâteau d'expérimentation. Vous avez expérimenté sur quoi ? Alors là, vous me posez une colle. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait une tarte tatin désucrée ? Oui, je dirais les tartes. Une tarte au citron. Je suis une fan des tartes. Oh, la tarte citron, c'est hyper sucré. C'est beaucoup trop sucré. Une tarte au citron, c'est trop sucré. On le sent pas, le sucre. Si, on le sent, le sucre. Enfin, quand elle est ratée. Parce que quand elle est bien faite, elle est sucrée, mais on sent moins le sucre. Elle est sucrée, mais justement, souvent, l'acidité vient contrebalancer. Et comme ça couvre en fait le sucre. Dans votre livre, par exemple, il y a une recette de tarte au citron, un peu différente. Et de confiture d'orange, parce que la confiture d'orange, elle est amère, mais c'est très très sucré quand on regarde la confiture d'orange, la marmelade. Alors ça dépend comment elle est faite, ça dépend déjà avec quelle orange, puisque selon la variété d'orange, on aura effectivement une présence de sucrosité ou d'acidité plus ou moins présente. Ça dépend comment on la fabrique, avec quel sucre, le temps de cuisson, c'est tout un process. Et en fait, justement, c'est assez rigolo, entre guillemets, que vous évoquiez cette confiture d'orange. À l'origine, je n'avais absolument pas prévu de la mettre dans le livre. Et en fait, je l'utilise régulièrement sur mes ateliers, avec les patientes en cancéro. Sur les ateliers, en fait, on fait de la pâtisserie, mais je propose toujours un dessert à l'assiette. Moi, ce qui me permet de retrouver ce lien que j'avais et qui me manque à l'heure d'aujourd'hui en restauration. Et pour les patients, ça permet de les faire travailler sur tout leur état émotionnel du moment, en allant sur les couleurs, les formes, les volumes, etc., sur le dressage. Et les patients m'ont demandé de mettre la recette de la confiture dans le livre. C'est pour ça que je l'ai mise, parce que j'avais une demande générale, et du coup je me suis dit, je vais la mettre, comme ça ils seront contents, ça va vraiment répondre à leur demande, et elle est très simple à réaliser. Bon, vous vous souvenez pas sur quel gâteau vous avez commencé alors ? Sincèrement, savoir, parce que j'ai testé parce que souvent on se dit un gâteau de voyage, c'est facile. Gâteau de voyage, ça va être cake, ça va être un cake, ça va être une madeleine, ça va être un financier. On se dit oui, c'est facile à faire. Non, c'est pas facile, parce que justement, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, en pâtisserie tout est calé, on a une fiche technique, on la suit. Quand on commence à changer un ingrédient, ça change la donne. Et là, on déséquilibre la recette, et il faut vraiment tout rééquilibrer. Donc comme j'utilise des matières premières, différentes de celles que j'utilisais avant, c'est plus complexe, et effectivement il faut vraiment rééquilibrer toutes les recettes. Donc j'ai commencé sur différentes variétés de cake.
Parce qu'en plus, j'adore les cakes. Alors, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un gâteau santé, est-ce que c'est un gâteau où il n'y a pas de farine? Est-ce que c'est un gâteau où il n'y a pas de beurre? Est-ce que c'est un gâteau où il n'y a pas de sucre? Alors, en pâtisserie, on va pas se mentir, on a quand même besoin de mettre certains ingrédients pour que ça fonctionne. De la farine, c'est quand même nécessaire. Du beurre, ça dépend. On peut aller sur une autre matière grasse. On a quand même besoin d'un minimum d'ingrédients pour pouvoir faire une recette de pâtisserie. Moi, quand je dis pâtisserie santé, c'est vraiment, alors oui, une pâtisserie équilibrée, saine, qui va être nutritionnellement intéressante. Juste avant de commencer, vous me parliez du panais. On pourrait y revenir tout à l'heure. C'est d'y mettre des ingrédients qui ont un intérêt nutritionnel. Je vous parlais du panais et je vous disais, ouais, alors moi, J'adore. je vous dis tout de suite, faire manger une pâtisserie au panais, c'est pas demain la veille, j'ai dit. Bon, Il m'avait dit, vous avez tort. Vous avez Parce tort. que le panais n'a pas le goût qu'on imagine qu'il a. Non, exactement. Le panais, cette connotation de noisette, de vanille, c'est très doux, c'est sucré naturellement, c'est réconfortant. Non, ça fonctionne Alors il très faut bien. pas le dire. Non, faut pas le dire aux gens. Eh ben non, mais Dis, souvent, goûte. c'est ça. Mais souvent, c'est un peu comme pour les enfants. On dit rien, goûter, et ensuite les enfants ils disent ouais, c'est super bon. Et le panais plaît beaucoup aux enfants, de par cette connotation. Parce que si vous le savez avant, vous allez vouloir chercher le goût du panais. Oui, en c'est fait. vrai. Vous êtes influencé en fait d'une certaine façon. Complètement. Ah oui, ça a bien le goût de panais. Complètement. Ouais. Alors vous l'utilisez pourquoi, vous, le panais, par exemple? Le panais, je l'utilise déjà pour cet apport de fibres végétales qui va permettre justement de réguler la glycémie du corps. Donc ça, c'est intéressant justement. Par exemple, si on a un cancer et qu'on a pris, qu'on est en hormonothérapie, qu'on a pris beaucoup de poids, il va falloir faire attention à la quantité de sucre consommé, et effectivement l'apport de fibres végétales va permettre de réguler cette glycémie. Donc là, ça peut être intéressant. On a un apport aussi de tout ce qui va être vitamines, minéraux, antioxydants, donc ça c'est très intéressant. Et ça permet d'équilibrer la recette et de peut-être réduire une quantité de farine, puisque justement avec la spécificité du panais, c'est que c'est très fibreux, c'est un légume très texturé, c'est un légume racine, comme une carotte, mais de couleur blanche, et ça permet de réduire la quantité de farine en y apportant du panais. De toute façon, en fin d'émission, je vais demander de nous préparer quelques recettes. Vous verrez, ça vous donnera une idée. Voilà, on parle de pâtisserie santé avec mon invité ce matin, Sandrine Baumann-Autin, qui est chef pâtissière et qui publie justement ce livre Pâtisserie santé, concilier gourmandise et maladies chroniques, par la chef pâtissière qui est vous. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, on l'a pas dit, mais vous avez une mère diabétique qui a testé toutes les recettes. J'ai maman qui a développé du diabète depuis quelques temps, et en plus elle est hyper gourmande aussi, elle est comme moi, c'est de famille, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Maman est beaucoup plus âgée, donc maman, elle aime la vraie pâtisserie française, classique, traditionnelle, avec du sucre, avec du gras. Donc là, au début, avec du glaçage. Voilà, et au début, quand je lui ai fait goûter mes pâtisseries, on va pas se mentir, c'était compliqué. Maintenant, elle s'habitue. Donc effectivement, elle a testé une bonne partie des recettes. Alors ça, c'est important de le dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la pâtisserie santé, on va pas la comparer avec la pâtisserie classique. Ça serait une erreur. C'est une pâtisserie plaisir, mais qui n'est pas comparable. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Si, ça peut être comparable. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai fait goûter il n'y a pas très longtemps, j'ai gagné un concours l'année dernière avec un concept de pâtisserie fraîche à destination de personnes souffrant de dénutrition. C'était le concours Goût et Santé, où j'ai proposé un concept novateur en intégrant un complément nutritionnel oral. Alors, qu'est-ce que vous appelez le complément nutritionnel oral ? C'est une boisson hyper protéinée, riche en protéines et en glucides, pour avoir un apport direct dans un petit volume de protéines et de glucides pour une personne qui souffre de dénutrition, qui a besoin de reprendre de l'énergie et du poids et de la masse musculaire. Et j'ai proposé cette pâtisserie, c'était 3 petits choux, très gourmands. C'était le but, que ce soit gourmand, que ce soit beau, et que ça ressemble à une pâtisserie classique. On la met dans une vitrine de pâtisserie, la première pâtisserie du coin de la rue. On met ma pâtisserie, on en met une classique, on voit pas la différence. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui souffre de dénutrition, une personne qui souffre de maladies chroniques, les patients que je reçois sur les ateliers qui ont un cancer, elles ont envie d'être considérées comme comme quelqu'un de classique en fait. On va parler de la dénutrition et après on parlera d'autres pathologies, parce que la dénutrition, c'est une pathologie qui est très peu connue et pourtant qui est très 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 fréquente. Vos choux, ils étaient à quoi ? Les choux hyper gourmand, ça vous aurait plu. Non, d'accord. Chocolat, voilà. chocolat, c'est la vie. Du chocolat, de la noisette. Mais et du vrai fruit. chocolat.
Bien sûr, pourquoi pas du vrai chocolat ? Du vrai chocolat noir à 70%, très cacaoté, un chou avec une prédominance chocolat, un chou avec une prédominance noisette et un chou avec une prédominance poire-orange. Donc c'est très bon, très gourmand. 3 choux à consommer à 3 moments très distincts de la journée pour avoir l'assimilation nécessaire pour une personne dénutrie et répondant au seuil de rassasiement beaucoup plus rapide de ces personnes souffrant de dénutrition. Alors, c'est 2 millions de personnes en France, dont 800 000 personnes âgées, pour des tas de raisons d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les gens sont dénutris ? Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont dénutris ? Donc, la dénutrition, ça correspond à un état du corps par rapport à un déséquilibre alimentaire. Donc, on va avoir effectivement une perte de poids, une perte de masse musculaire. Un enfant peut être touché, un adulte, un senior, une personne qui a subi un Covid, qui a été hospitalisée sur un temps assez long, peut souffrir de dénutrition à l'heure actuelle. Donc tout le monde peut être concerné. Et j'en profite pour juste souligner que la semaine prochaine, la semaine à partir du 7 au 14 novembre 2023, nous serons en pleine semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Donc là, on va avoir plusieurs temps très forts et avec une forte communication par rapport à ça. Il y a des gens qui font des fausses routes, il y a des gens qui... Alors ça, c'est selon... l'état de dénutrition, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Ça dépend, le stade de dénutrition que vous pouvez avoir et ça dépend aussi de votre état physique. Souvent, tout ce qui va être fausse route est plus assimilé, j'ai envie de dire, à des seniors, d'accord ? Fausse route, problème de déglutition, et là, il va falloir adapter la texture de l'aliment qu'on va consommer. Mais c'est super important, puisqu'en fait, bien sûr. tous nos muscles se fatiguent. Exactement. Et à un moment donné, on a du mal à déglutir. Et on a du mal à s'alimenter. On fait ce qu'on appelle des fausses routes. Exactement, tout à fait. D'où l'importance d'adapter les plats qu'on va consommer pour qu'on puisse les avaler correctement, j'ai envie de dire. Et alors, parce que vous êtes aussi assez spécialiste des micro et des macronutriments aujourd'hui, est-ce qu'il y a pour ces personnes qui sont en dénutrition, il y a des aliments qui leur permettraient de prendre du poil de la bête ? Alors, moi, pour enrichir mes desserts, pour les personnes qui souffrent de dénutrition, si je suis sur des ingrédients simples du quotidien, je vais aller sur des œufs, jaune d'œuf, de la poudre de lait entier, de la crème, tout ce qui est riche en fait, de la confiture, de la crème de marron, tous ces ingrédients-là. Et là, on peut reprendre, alors en mettant une certaine quantité, bien évidemment, et effectivement, on peut reprendre du poil de la bête, comme vous dites. Mmh. Il est où votre laboratoire ? Alors, mon laboratoire, il est situé au sein d'un institut de santé intégrative à Levallois-Perret, l'Institut Raphaël. Et c'est vraiment la typicité aussi de ma start-up et de ma démarche, c'est de ne pas avoir une pâtisserie classique, comme tous mes confrères. C'est-à-dire que vous êtes au contact des malades. Exactement. Je suis au contact des malades, des soignants, et je m'y sens très bien. Alors, vous vous intéressez à beaucoup de pathologies, les pathologies chroniques, mais par exemple pour les personnes qui souffrent de cancer, qui ont des traitements, qui souvent ont des nausées, on oublie que finalement les traitements vont induire un certain nombre d'effets secondaires, notamment des aftes dans la bouche, des bouches très 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 sensibles, et des gens qui au final n'arrivent pas à manger comme avant parce que l'odeur les dérange, la cuisson les dérange. Donc vous, comment est-ce que vous prenez en charge ces thématiques-là ? Alors effectivement, selon les traitements, chaque personne en fait va réagir différemment par rapport à son cancer, par rapport au traitement que la personne peut avoir. Et effectivement, ça peut engendrer différents types d'effets secondaires. Donc il faut vraiment adapter l'alimentation par rapport à ça. Et bien tout simplement en faisant le bon choix des ingrédients, des textures, des températures qu'on va proposer à la personne pour qu'elle puisse manger. Mais est-ce qu'il y a par exemple des aliments qui sont interdits ? Alors, quand vous êtes en traitement, en chimio, est-ce qu'il y a des aliments dont on sait qu'ils seront... Oui, bien sûr, voilà, il y a des ingrédients... Vous dites intolérés, vous. Il y a des ingrédients qu'il faut éviter, qui peuvent... Voilà, certaines molécules de certains ingrédients peuvent rentrer en contradiction avec les molécules de certains traitements. Ça peut interférer. Exactement. En l'occurrence, moi, depuis que je suis dans cette démarche-là, je n'utilise plus... Et même en consommation personnelle, j'ai pris l'habitude, en fait, je ne consomme plus du tout de pamplemousse. Le pamplemousse, le pomelo, c'est l'ingrédient typique, j'ai envie de dire. C'est un ingrédient qui interfère avec les
traitement. Exactement. Tout comme j'ai une patiente aussi qui, je sais que j'avais prévu un atelier et j'avais prévu sur ce jour-là d'utiliser de l'orange sanguine. Pas de chance, elle me dit moi je suis un peu atypique, j'ai un traitement et je ne dois absolument pas consommer d'orange sanguine. Il y a vraiment des ingrédients effectivement qu'il faut éviter. Et sur les modes de cuisson à privilégier, parce qu'il faut expliquer que le goût et l'odorat peuvent être très impactés par les traitements. Hein. Bien sûr. Et c'est ce qui est très difficile justement pour les personnes parce que déjà avoir envie de manger quand on a une problématique en bouche, quand on a le goût qui est modifié, quand on a perdu l'odorat, c'est pas simple. Donc il faut vraiment essayer de les accompagner du mieux que possible. Et effectivement, en termes de cuisson, en termes de mode de cuisson, on va aller sur des modes de cuisson qui ne vont pas dégager de grosses odeurs, j'ai envie de dire. Donc moi, je privilégie, même pour la pâtisserie, tout ce qui va être cuisson vapeur, cuisson sous vide, et surtout pas des cuissons à haute température également. Des modes de cuisson très douces. Pourquoi haute température ? Alors, moi, je privilégie pour la pâtisserie, que ce soit pour, par exemple, si je travaille un fruit, un légume ou une cuisson de gâteau, je vais aller sur de la cuisson douce, déjà pour éviter d'altérer mon produit. Si je suis sur un fruit ou un légume, on va essayer de conserver au maximum tous les minéraux, les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ne va pas aller sur une cuisson brutale ou à haute température. On va essayer d'essayer de conserver au maximum ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour tout ce qui va être pâtisserie, donc cuisson de gâteaux, de biscuits, je réduis, moi, obligatoirement, j'ai réduit toutes mes températures de cuisson. Je cuis moins haut, mais plus longtemps. Quand on est malade, il faut adapter son alimentation à sa pathologie. Et il faut trouver et identifier des aliments qui pourraient faire d'abord progresser la maladie. Il y en a, mais aussi éviter tous les autres éléments qui pourraient alors engendrer des effets indésirables, on va dire. Mm-hmm. Donc ça, c'est votre rôle quand vous proposez déjà des gâteaux, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il y a forcément dans les gâteaux. Ah, mais j'explique ce qu'il y a à l'intérieur. C'est important, justement. Avec ma démarche et avec les pâtisseries que je propose, je suis obligée d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que déjà, souvent, visuellement, la couleur est différente. On parlait de pâtisserie classique tout à l'heure. Un cake, si je prends un cake classique, la couleur, si vous coupez un cake, la tranche... Il est jaune. Il est jaune. Enfin, moi, il ne sera pas jaune. Il sera gris. Il sera marron. Non, gris, c'est tristounet. Il sera marron. Pourquoi il sera marron, d'après vous ? Parce que la farine n'est pas la même. La farine, mais pas que. Il y a moins d'œufs. Pas forcément. Non. Farine, mais sucre. Il y a moins de beurre. Il peut y avoir moins de beurre et je vais aller... Si je mets moins de beurre, je peux aller sur une purée de fruits à coque. En l'occurrence, une purée d'amande, une purée de noisette. Donc déjà, effectivement, ça va colorer ma pâte à gâteau. Mais selon le sucre que je vais utiliser, si j'incorpore du sucre dans ma recette, j'irai sur un sucre complet de canne, j'irai sur un sucre de fleur de coco, je peux aller sur un sirop d'érable, et tout de suite ça colore ma pâte. Donc quand je vais couper mon cake, je vais avoir une tranche qui va être marron. Et là ça interpelle tout le temps. C'est à cause du sucre. Ouais, du sucre ou effectivement de la farine. Une farine de sarrasin, je vais avoir une farine qui va être beaucoup plus sombre. Donc effectivement ça va colorer aussi. Donc tout ça... additionné fait que mon gâteau aura une couleur différente et qu'il faut l'expliquer. Bien, alors je vous demanderai tout à l'heure des recettes, bien sûr, pour tous nos auditeurs. Je ne sais pas si je vais vous en donner des recettes. Si vous ne les donnez pas, c'est moi qui les donnerai. Je les lirai et comme je les lirai mal, elles seront mal expliquées. Vous me promettez de manger du panais aussi. N'importe quoi. Mais si, je vais goûter. Je suis sûr que c'est délicieux, en plus. Et je vous fais confiance. Et puis vous nous donnerez vos alternatives à certains aliments. On a commencé à parler du sucre, mais on verra le lait, le gluten et tous ces ingrédients qu'on utilise dans la pâtisserie. Voilà, il faut adapter son alimentation aux questions de santé et à ces questions de santé. Mon invité ce matin est Sandrine Baumann-Houtin. Elle est chef pâtissière et elle publie Pâtisserie Santé aux éditions Vuibert. Bon, alors, par quoi vous remplacez les œufs ? Alors, je peux remplacer les œufs tout simplement par une compote de fruits ou fruits légumes. Je dis toujours les deux parce que j'utilise beaucoup les légumes. On peut remplacer aussi par une farine de lupin qui contient beaucoup de protéines. On peut remplacer par des graines de chia humides. Ouais, il y a différentes possibilités. Le gras, pour ceux qui ne veulent pas manger de gras.
Alors, le gras, c'est important quand même, il ne faut pas le supprimer complètement, mais plutôt que d'utiliser du beurre classique, on peut peut-être aller, comme je vous le disais tout à l'heure, vers une purée de fruits à coque, donc tout ce qui va être amandes, noisettes, pistaches, noix, ou aller sur une huile végétale, une bonne huile végétale, une huile d'olive, ça fonctionne très bien en pâtisserie. Huile de colza, mais attention à ne pas la monter. C'est pas trop fort en goût, l'huile d'olive? Ah non, pas du tout. Pas du tout, ça fonctionne très bien, avec du chocolat, avec des fruits. Non, attention à la variété de l'huile d'olive que vous allez choisir. Voilà, c'est ça. Bien évidemment, mais ça fonctionne très bien. Il faut prendre une huile neutre quand même un petit peu. Oui, mais la typicité de l'olive fonctionne très bien avec certains ingrédients. Il faut faire la bonne association. Une bonne huile de colza sera très intéressante aussi. L'huile de colza, je l'utilise surtout avec du chocolat. Parce que l'huile de colza a un goût quand même assez présent, donc ça peut choquer quand on n'est pas habitué. Mais ça fonctionne très bien. Alors pour ceux qui ne peuvent pas manger de gluten, quelles sont les alternatives? Eh bien, on ira sur des farines naturellement sans gluten. La farine de sarrasin. Le sarrasin est produit dans toutes les régions en France. Le sarrasin ne coûte pas cher. Ça se travaille comme une farine, ça se travaille très bien dans tout type de pâtisserie et en même proportion que la farine de blé classique. Par quoi remplacer le lactose? Par une boisson végétale. Alors, vous expliquez comment la faire? Oui, mais pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de la faire, on peut acheter une boisson végétale dans le commerce, j'ai envie de dire, mais en faisant attention, en checkant... C'est souvent très sucré. En checkant la liste des composants et en prenant évidemment une boisson végétale sans sucre rajouté, bien évidemment. Alors, et comment réduire le sel? En n'en mettant pas. En n'en mettant pas, tout simplement. Déjà, si vous utilisez du beurre, parce qu'en pâtisserie, on a et moi la première, on met du beurre demi-sel. Donc déjà, on va éviter de mettre du beurre demi-sel, on ira sur du beurre doux. Ensuite, selon les ingrédients que vous allez mettre dans votre pâtisserie, par exemple, si vous êtes sur des fruits à coque, je pense aux fruits à coque, allez sur des fruits à coque nature, surtout pas salés. Checkez bien toutes les compositions. Une purée d'oléagineux toute prête, regardez s'il n'y a pas eu un ajout de sel à l'intérieur. Sinon, faites-la vous-même. Et pour ceux qui souhaiteraient réduire les nausées et les vomissements, est-ce que vous avez un truc? Eh bien, on ira sur de la cannelle, du basilic, de la menthe poivrée, en infusion. Pour la cannelle, on pourra la faire en infusion. On pourra la râper directement et l'incorporer dans une pâte à gâteau. Pour tout ce qui va être herbes aromatiques comme le basilic ou la menthe poivrée, en infusion ou hachée, ça fonctionne très bien. Bien. Alors, je vous ai proposé certaines recettes. Je vous laisse faire comme vous voulez. Eh bien, allez. Alors, je vais vous demander de commencer par le flan. C'est le gars qui dit vous faites comme vous voulez. C'est ça. En fait, je ne suis absolument pas libre de dire ce que je veux. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai demandé de commencer par le flan parce que souvent, on reconnaît un bon pâtissier à la qualité de son flan. Et je suis tout à fait d'accord avec vous et je valide. Moi, j'aime le flan quand il est crémeux, là, bien riche, crémeux. C'est un pur régal. Alors moi, le flan, dans mon livre, il a une histoire toute particulière et je tenais vraiment à mettre la recette parce que je pense que ça pourrait être utile à plusieurs personnes. Cette recette, je l'ai créée pour un patient que j'avais reçu sur un atelier plusieurs fois. Il s'appelait Bruno et je le cite dans le livre. Bruno avait un cancer et Bruno souffrait de dénutrition. Et sa maman s'occupait de tous ses repas. Bruno était jeune, sa maman s'occupait de tous ses repas. Et à la fin du premier atelier qu'on a fait ensemble, je lui ai demandé sa pâtisserie préférée. Comme vous, il m'a répondu le flan à l'ancienne. Seulement, il en mangeait très rarement parce que c'est difficile de trouver un super bon flan. Et sa maman ne savait pas le faire. J'ai pas réfléchi. En moins de 2, je lui ai dit, écoutez Bruno, je mets au point une recette de flan enrichie. Dès que c'est au point, je vous dis de revenir sur un atelier avec votre maman et je lui apprends à le faire. Comme ça, elle pourra vous le faire. On vous a pas dit, mais ce sont des recettes. C'est une recette enrichie. Oui. C'est une recette enrichie, effectivement. Mais je vous donne l'alternative pour la faire de façon classique, bien évidemment. Et Bruno et sa maman sont revenus sur l'atelier. Il a validé la texture et le goût du flan comme il l'aimait. Et quelques semaines après, Bruno nous a quittés, malheureusement. Et du coup, je tenais vraiment à mettre cette recette dans le livre parce que, en plus, il avait validé le goût, la texture. Enfin voilà, c'est vraiment. J'ai plusieurs recettes dans le livre qui ont une histoire en fait.
Et ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon quotidien. Et je voulais le partager aussi avec le lecteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans votre flan ? Alors là, je l'ai enrichi avec des ingrédients naturels, classiques. Donc nous avons des jaunes d'œufs. Pour l'appareil à flan, nous avons des jaunes d'œufs, du lait entier, de la crème liquide entière, bien riche, du sucre complet de canne à sucre, de la maïzena sans gluten, de la poudre de lait entier. Là, on va avoir un apport de protéines de lait qui va venir enrichir aussi la recette. De la vanille, bien évidemment. Et pour notre pâte sucrée, du beurre de micelle, de la poudre d'amande, quelques graines de chia pour avoir cet apport nutritionnel intéressant, et le côté croquant aussi intéressant. Sucre complet de canne, farine de blé T80 et toujours de l'œuf. Alors, on peut changer la farine T80 par autre chose ou... Oui, tout dépend. J'ai vu que c'est un conseil que vous donnez souvent, ça, oui. Exactement, parce que c'est la question qu'on me pose régulièrement, en fait. Farine de blé T80, farine de blé semi-complète, avec un indice glycémique modéré. Si on veut une version sans gluten, on ira sur une farine de sarrasin. Si on veut une version à indice glycémique bas, on utilisera de la farine d'orge mondée. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, rien du tout. Farine d'orge mondée, on la trouve assez facilement. C'est une farine qui a un indice glycémique bas, qui ne coûte pas très cher non plus, et qui s'utilise de la même façon que la farine de blé. Ensuite, si on veut... On la trouve où ? Dans tout type de magasin, sincèrement. Pas citer de marque, mais tout type de magasin. Si vous en connaissez un où elle est en solde... non, les prix sont stables, plus dans les magasins bio, peut-être tout ce qui va être Vie Claire, Naturalia, enfin tout ce que vous connaissez, quoi. Voilà. Depuis le Covid, sur Internet, Depuis le Covid, la farine, c'est un produit de luxe, hein. Oui, c'est un produit de luxe, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est un produit de luxe, oui ou non. Oui et non, parce qu'en fait, moi j'utilise, j'ai mes farines auprès de producteurs de ma région, et sincèrement, les prix... sont pas très élevés. D'accord. Donc après, il faut savoir sourcer aussi ses matières premières. Alors, c'est quoi le secret d'un flan réussi ? La cuisson. La cuisson, alors l'équilibre de la recette, ça c'est sûr, et la cuisson. Il existe différentes cuissons pour le flan, donc il faut choisir la bonne. Moi, celle-ci, mon flan se fait en 2 cuissons. Une première cuisson à la casserole, d'une crème pâtissière, simple, rapide, efficace. Tout le monde peut le faire. Deuxième cuisson très courte au four, pour venir faire cette petite croûte qu'on aime sur le dessus. Voilà, juste pour finaliser cette croûte. Et là, on obtient un flan super bon, très crémeux, très croustillant à l'extérieur. Ça vous fait envie ? Je vais goûter. Alors, je note le flan. Alors, je vous laisse choisir les recettes, mais j'aimerais que vous fassiez le... J'adore. Mais je voudrais que vous fassiez, avant que vous choisissiez vos recettes, le cake aux 3 farines et aux dattes. C'est un de mes préférés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça peut surprendre. Le fait de mettre... Alors, on est encore sur une recette enrichie, mais on peut la faire de façon classique, j'ai envie de dire, en réduisant la quantité d'œufs et en retirant la poudre de lait entier. J'utilise dedans une farine de châtaigne, une farine de sarrasin et une farine de blé T80, et on va avoir un goût très gourmand de ce cake, une couleur aussi intéressante et surtout un apport nutritionnel intéressant. Ça, c'est le cake. Moi, je me le fais régulièrement avec le rythme qu'on a à l'heure actuelle. On a des journées très chargées et on n'a pas forcément le temps d'avoir des repas à heure stable. Donc, j'ai toujours une petite tranche de cake avec moi. Et si j'ai un petit creux ou que j'ai un petit coup de fatigue, une tranche de cake aux 3 farines et là, vous avez un petit apport d'énergie. La farine de châtaigne à la cote en ce moment. Alors écoutez... Non, j'ai l'impression qu'il y a un vrai... Sincèrement, alors j'aime la farine de châtaigne pour son goût et pour son apport nutritionnel. Et d'un point de vue santé ? Très intéressant, complètement adapté, mais moi je ne recommande pas de l'utiliser régulièrement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup trop chère. La farine de châtaigne coûte trop cher, je suis désolée. Ça coûte trop cher et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter de la farine de châtaigne. Alors, votre cake aux dattes ? Le cake aux dattes. J'utilise des dattes mi-joule. Ça va être, vous savez, ces dattes très moelleuses, où on a beaucoup de chair et du coup zéro perte. Alors oui, elles vont peut-être coûter un petit peu plus cher, mais on va en mettre moins. Donc on s'y retrouve au final. Et je les fais imbiber normalement. Oui, je les fais ici imbiber dans une infusion pop cannelle pour justement les réhydrater et avoir un goût très moelleux. Le cake, il est très moelleux, il est très gourmand. J'adore l'idée. Ouais. Et si vous voulez essayer, en général, je les fais infuser aussi dans un thé à la menthe. Et là, c'est sublime. Ah ouais, bien.
Voilà. Temps de réalisation? De ce cake, ouais, c'est assez rapide. 15 minutes. Alors, si vous voulez bluffer vos enfants, faites-leur des crêpes au panais. Des crêpes au panais. On est sur une pâte à crêpes très légère. On va être sur une pâte à crêpes réalisée à base de boisson végétale à la noisette et d'une purée de panais. Mais le panais, une fois cuit, ne se sent plus en fait. On a plus un goût de noisette. C'est ça qui est intéressant et ça plaît réellement aux enfants. Et avec, pour les accompagner, je vous propose une recette de pâte à tartiner. Alors là, maison, ouais. saine et qui est une valeur sûre. Je peux vous assurer que ça a été validé par les enfants. Ouais. Mais ça, vous pouvez tester sur vos enfants, vous allez voir. Bien sûr, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Moi, je le fais régulièrement. Sur les ateliers, parfois, je propose des ateliers maman-enfant. Et c'est une recette que je fais régulièrement parce que ça plaît justement. Alors, vous êtes très, très pointu sur les indices glycémiques. Mm-hmm. Alors là, toutes les pâtisseries qu'on a données, là, au niveau de... On est sur un indice glycémique haut parce qu'on est sur des desserts, des recettes enrichies. D'accord ? Mais je vous donne dans le livre les alternatives justement pour faire une recette plus équilibrée ou avec un indice glycémique bas, si c'est ce que vous recherchez. Eh bien, une recette à indice glycémique bas, tout simplement, je vous parlais tout à l'heure de ce fameux chou. Eh bien là, je vous propose dans le livre une recette de chou noisette chocolat orange avec un indice glycémique bas. Ça, c'est possible. C'est-à-dire moins de 50 ? Oui, indice glycémique bas, on est plutôt vers le 30. Hein. Même oui, moins de 50. D'accord, moins de 50, tout à fait. D'accord, bon. Bon, alors la suite est dans votre livre, qui s'appelle Pâtisserie Santé, vous le montrez à la caméra. Vous allez voir, il y a beaucoup de recettes. 45 recettes. Oui, alors là, pour le coup, il y a de l'imagination. Je suis quand même chef pâtissière à la base, hein, donc... Non, mais c'est ça. Non, vous êtes... Non, mais le but, c'est aussi de faire découvrir des associations de saveurs peut-être un petit peu inconnues, sur lesquelles on n'irait pas forcément. Et c'est ce qui plaît aussi. Moi, je le vois sur les ateliers, justement. Les patientes, voilà, elles sont perdues par rapport à l'alimentation. Elles sont un peu déprimées de par leur traitement. Voilà, elles ont envie aussi de retrouver du plaisir, de la gourmandise et de découvrir des nouvelles choses. Donc en leur proposant des nouvelles associations de saveurs, mais en restant très simple dans la réalisation, hein, et en ne partant pas non plus dans des propositions extravagantes, eh bien ça plaît, ça fonctionne. Sandrine Baumann-Autain, votre livre s'appelle Pâtisserie Santé chez Vuibert. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous aussi, vous pourrez commenter les recettes. Et puis si vous avez des recettes, eh bien, vous pourrez les partager avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine. On a pas mal de tests à faire. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Il faudra inviter les auditrices de Beurre FM un jour pour tester certaines de vos recettes. C'est un plaisir que de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.